Bien, donc, projection de La mort aux trousses dans Pardon's Fest, 1960, enfin 59-60. Film peut-être je dirais pas le plus célèbre, en tous les cas celui qui a eu le plus de succès d'Alfred Hitchcock, en particulier dans ses dernières œuvres. Film qui reste évidemment, je ne dirais pas un monument du cinéma, mais en tous les cas une façon de montrer toutes les possibilités du cinéma, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut travailler le spectateur en développant le maximum d'invraisemblance, ce qui est, et le faire accepter par le spectateur, ce qui est quand même un exploit assez extraordinaire. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissiez ce film. Quels sont ceux qui, par hasard, le voyaient pour la première fois? Vous ne devez pas être nombreux. Ah ben quand même. Ah, les jeunes, oui, d'accord. Très bien. Bon, ça peut être plutôt intéressant que ce soit vous qui commenciez à donner comme ça quelques réactions immédiatement, soit pour ceux qui le voient pour la première fois, soit ceux qui le connaissent déjà et qui le revoient dans une projection évidemment fort intéressante, car vous avez le film dans sa conception même tel que Hitchcock a voulu qu'il soit. Alors je vous écoute. Bien. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui. En fait, c'est un film qui est très humoristique, qui est très abouti, et qui a une chose qui est remarquable, c'est la musique à l'intérieur même de ce film. C'est quoi? Pardon. La musique, la bande son. Ah oui, non, mais attention. Bon, vous n'étiez pas là hier, mais il se trouve que hier, je présentais à Paris Blackmail, qui est le dernier film muet d'Hitchcock, et qui est de 1929. Et comme le cinéma sonore parlant commençait en 1929, les producteurs ont voulu qu'il refasse certaines scènes d'une façon sonore. Donc, et on se rend compte que dès le début du sonore, Hitchcock avait compris parfaitement l'utilisation dramatique du son et donc de la musique dans les films. Par exemple, il transforme une scène dans Blackmail, il transforme une scène qui est une scène de viol, d'assassinat, enfin de crime, la femme tue l'homme qui veut la violer. Dans la scène muette, bon, c'est un peintre, on reste dans la peinture. Dans la scène sonore, d'un seul coup, le personnage de l'homme joue de la musique pendant qu'elle se déshabille. Enfin bon, mais justement, le jeu qu'il joue du piano, plus comment dirais-je, la femme se déshabille, plus ça devient de plus excité sur le piano. Voilà, comme ça, comment déjà Hitchcock concevait d'emblée, dès le début, les possibilités du son à l'intérieur d'un film. Alors, c'est évident que dans ce film, c'est tout à fait vrai, et en particulier, entre autres, de la musique, et de la musique telle qu'on l'entendait à Hollywood, enfin, tel que les producteurs attendaient que la musique accentue la dramatisation de l'image. Donc, tout le cinéma sonore, enfin musical de Hollywood est très intéressant à suivre pour ça, et Hitchcock le sait. Il en joue, et il en joue avec beaucoup de recul par ailleurs. Il voit très bien la combine, et donc, vous avez raison d'utiliser le terme humour. Il ne faut pas oublier que quand même Hitchcock est british, il est quand même anglais, et l'humour, c'est pas ça qui lui manque. Et en plus, tout son cinéma est quand même fait sur la notion de l'humour, c'est-à-dire une sorte de recul par rapport à ce qu'il fait, et par rapport à l'action, par rapport au personnage, qui permet justement les notes d'humour. Dans ce film, en plus, il utilise deux acteurs anglais. Gary Grant est anglais, James Mason est anglais, et évidemment, deux Anglais qui parlent la langue avec le côté anglais. Dans un film américain
qui se joue en plus en 1959-60, au moment de la guerre froide, et qui, avec beaucoup d'humour, joue justement la guerre froide, bon, ça devient... Enfin, on est dans le grand humour british. Donc là, ce que vous dites, c'est exact, et c'est une sorte de démonstration admirable de ce film qui est évidemment, et très volontairement, et parfaitement construit pour ça, un film comme on appelait à l'époque un film de divertissement. Il faut que le public se divertisse. Quand je dis qu'il faut que le public se divertisse, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce que le public pour Hitchcock? Ben, le public, c'est le kidam, hein, c'est n'importe qui. C'est le tout début du film, c'est-à-dire des gens dans la rue, New York, ça circule, etc. Des gens vous piquent le taxi parce que tout ça c'est urgent, etc. Bref, c'est le n'importe qui. Le n'importe qui, dans la rue, on va le faire aller au cinéma. Bon, on l'amène dans un palace, parce qu'évidemment, un palace, ça correspond à l'idée du cinéma. Il vient s'installer au cinéma, et il va falloir qu'il avale un film, et un film, donc une fiction de divertissement, donc avec des choses qui sont de la fiction, donc des choses qui sont ou qui vont friser plus ou moins la vraisemblance. Donc à ce moment-là, le jeu va être, vous venez au spectacle, vous voulez voir de la vraisemblance, ben moi je vais vous jouer la vraisemblance, mais le maximum d'invraisemblance. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et comme ça, vous allez être content. Vous allez passer d'abord du vraisemblable et vous allez accepter la situation invraisemblable, qui est toute la première partie. Et à partir de la deuxième partie, vous allez rentrer maintenant dans le système de la vraisemblance, c'est-à-dire le train, etc., enfin tout le côté espionnage. Et troisième partie, vous allez rentrer et revenir au maximum d'invraisemblance, avec en particulier ce décor magnifique qui est celui des Monts Rochemort. Et bien à la fin, nous allons revenir au normal, et nous allons revenir au train qui rentre dans le tunnel. Et à ce moment-là, comme vous êtes chez Hitchcock, et que, évidemment, tout film d'Hitchcock se joue sur différents niveaux, différents écrans qui sont superposés l'un sur l'autre, donc des surfaces planes, et à l'intérieur, ben, vous avez évidemment des différentes lectures. Vous avez la lecture divine, vous avez Dieu, enfin la réunion au ciel avec Dieu, c'est le FBI, la fameuse réunion du FBI où on décide du sort de Kaplan. Vous avez l'humain, donc enfin Thornhill, qui n'existe plus et qui perd son identité pour devenir un personnage de fiction. Donc l'idée de l'homme, et puis vous avez évidemment Satan, Van Damme, etc. Ça, c'est une des lectures possibles. Elle est intéressante, pas intéressante, ça n'a que d'importance. Vous avez bien et mal. Vous avez chantage, vous avez crime, et vous avez innocence. Vous avez donc plusieurs lectures, et puis vous avez évidemment la lecture sexuelle, surtout comme toujours chez Hitchcock, et en particulier la lecture, c'est simplement comme très fréquente chez lui, la notion d'impuissance. Donc la notion d'impuissance, un homme qui est dominé par maman, soumis à maman, mais qui veut être indépendant et qui veut même entretenir maman, mais qui a quand même ses rapports à la femme difficiles. Il séduit, mais il n'arrive pas au résultat. Donc il y a eu déjà 2 divorces. Et d'un seul coup, troisième chose, au moment de le troisième acte, où d'un seul coup, il est obligé maintenant de prendre son indépendance en main, donc de se montrer et de manifester en homme. Donc à la fin, il faut qu'il montre sa virilité. Et comme c'est Hitchcock qui me l'a dit, mais lui, il ne l'a pas dit qu'à moi, mais il l'a dit à d'autres, à la fin du film, il monte la femme enfin dans sa couchette, et image finale,
parfaitement sexuelle, le train entre dans le tunnel. Voilà, c'est conclu. Alors maintenant, vous voyez que vous voyez de multiples lectures d'un film d'Hitchcock. Un film d'Hitchcock, ça ne se réduit pas au simple apparat de l'intrigue que l'on vous propose. Cette intrigue est démultipliée. Et donc, elle a plusieurs niveaux, je répète, mais chaque niveau se lit quand même d'une façon horizontale. Mais en même temps, elles se répercutent les unes sur les autres. Elles ne sont pas du tout séparées les unes des autres. Au contraire, chaque lecture, en même temps, ouvre quelque chose sur la lecture d'un autre niveau. C'est pour ça que je vous parle ici de l'idée de la création de Dieu et de l'idée extrême de l'autre forme de la création, c'est-à-dire le sexe, etc. Amusez-vous à repenser un film d'Hitchcock et à le voir exactement avec sa multiplicité. Ce n'est pas pour rien qu'il reste quand même un des grands cinéastes, parce que quelqu'un qui a su utiliser l'art même de l'écriture cinématographique pour nous raconter des histoires à ce point ne peut être évidemment que quelqu'un d'un grand cinéaste, et forcément il résiste au temps. C'est-à-dire que là, le film a déjà 55 ans et il peut encore durer encore quelques siècles. Bon, ça c'est une première réponse qui me permet de couvrir pas mal de choses. Maintenant, je vous réécoute sur d'autres voies, d'autres choses qui vous intéressent, etc. Bon, on pourrait parler de la femme blonde, car ici vous l'avez absolument et archi parfaite. On ne peut pas faire plus Hitchcockien que le personnage d'Anne-Marie Sainte dans ce film. Où elle existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas, à partir du moment où justement vous êtes, si vous revenez à la lecture, disons, érotique, donc la lecture plutôt sexuelle, si l'homme est impuissant, comme toujours chez Hitchcock, est-ce que la femme ou l'homme, mais la plupart du temps la femme, est-elle réellement réelle ou est-elle imaginaire? Sommes-nous dans un vrai rapport ou sommes-nous dans un rapport masturbatoire, tout le temps chez Hitchcock? Alors là, existe-t-elle ou pas? Oui, à la fin du film, on vous la fait exister. Et jusqu'à la fin du film, elle est possible, elle est probable, elle est même aussi incertaine. Et à la fin du film, elle est là, elle existe. Fin du film, évidemment, travailler sur le summum de ce qui est la représentation hitchcockienne, c'est-à-dire l'idée de suspense. Mais un suspense, non pas que dramatique, un suspense non pas mental, mais un suspense physique, c'est-à-dire visualisé sur l'écran. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme dans tous les films d'Hitchcock, ou la quasi-totalité des films d'Hitchcock, vous avez la scène directe de suspense dans le sens même où vous filmez la suspension. Mais quand vous amusez à regarder n'importe quel film d'Hitchcock, vous avez vu là récemment Fenêtre sur cour, vous l'avez vu dans Fenêtre sur cour, vous l'avez quasiment dans tous ces films. Ici, vous l'avez dans la scène du Mont Rochemort, c'est-à-dire vous êtes sur, mettons, une gouttière, un toit. Bon, ici, ce sont les rochers à la fin. Et puis vous glissez et vous êtes suspendu par le bout des doigts. C'est-à-dire, en d'autres termes, il vous est impossible de vous rétablir vous-même. Donc vous êtes suspendu et dépendant de deux forces, ou de deux éléments. Un bénéfique, l'autre maléfique. Bénéfique, c'est un élément ou une force qui vient vous secourir et qui va vous prendre et vous sauver. C'est ce que demande ici le personnage de Thornhill au méchant en lui demandant de venir le secourir, et le méchant arrive mais lui met le pied sur le doigt, c'est-à-dire en d'autres termes pour le faire tomber. Donc vous avez cet élément de force et vous avez l'autre élément, enfin, donc là c'est l'élément méchant, négatif, et vous avez l'élément de force, et l'élément de force c'est
Dieu et tout ça, enfin le monde surhumain, tout à fait au sommet des crânes, qu'il y a un coup de feu et on supprime le méchant. Et comment le personnage est rétabli tout seul alors que c'est tout simplement impossible, parce que ça ne compte plus, maintenant vous êtes au cinéma et d'un seul coup, la main de l'homme reprend la main de la femme et l'amène dans sa couche, que ce que vous avez vu, le plan raccord, qui est un plan évidemment archi faux, mais archi vrai dans le désir profond du spectateur, et donc dans le désir de ce qui est le rapport de l'homme et de la femme, etc. C'est à la fois... moi, je m'amuse toujours à imaginer la façon dont Hitchcock faisait ses films. Et puisque vous avez parlé de l'humour, c'est évident que quand il construit, parce que n'oubliez pas que Hitchcock construit son film sur le papier. Quand il tourne, le film est déjà fait pour lui. Donc, tout est pensé à l'avance. Et donc, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, il est toujours sur une idée d'humour par rapport à ce qu'il fait. Donc, et là, cette séquence-là, il est évident que si vous voulez rester dans la vraisemblance, il est impossible que dans cette situation-là, les personnages s'en sortent tout seuls, c'est pas possible. Donc, il faut jouer d'un seul coup. On est au cinéma, vous êtes au spectacle, vous voulez voir ce spectacle, vous voulez que ce spectacle soit résolu pour votre plaisir. Donc à ce moment-là, on vous supprime la vérité de ce que serait ce sauvetage pour d'un seul coup, plouf, on saute d'un plan à un autre plan. Il n'y a aucune vraisemblance entre le rapport de ces deux plans, mais on a l'idée étant que on a sorti de la situation terrible donc de chute des personnages, on les a sortis pour les remonter, et maintenant, ça y est, c'est sauvé. Mais vous voyez, la notion de suspense, donc d'abord sur la réalité même de l'idée de suspense, c'est-à-dire le suspendu. Et on est, chez Hitchcock, toujours dans une situation, à un moment, où on arrive au suspendu. Mais le suspense, en même temps, c'est quelque chose de mental, quelque chose de psychique, quelque chose de physique, enfin mentalement, mais aussi de spirituel. Donc, le suspense, c'est aussi entre le bien et le mal. C'est aussi entre la culpabilité et l'innocence. Donc tout ça se joue sur le désir et l'impuissance, etc. Donc le suspense, ça se joue à de multiples niveaux qui sont justement ces différents écrans dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'un suspense hitchcockien ne peut pas s'arrêter qu'à la simple situation ou simple jeu de la situation. Il est suspendu au toit, il est suspendu dans la fenêtre sur cour, il est suspendu aussi à la fenêtre, etc. Enfin, à toutes les situations de suspense que vous trouvez chez Hitchcock. Je répète, il n'y a pour ainsi dire pas de film d'Hitchcock où vous n'avez pas cette figure-là de l'homme ou de la femme suspendue et qui attend le secours, etc. D'autant que si vous comprenez bien le système hitchcockien, et le film ici est un film capital de ce point de vue-là dans le cinéma d'Hitchcock, et vous avez eu la chance en une semaine, c'est ça? Faites sur quoi la semaine dernière? En un mois à peu près. Il y a un mois déjà? Enfin, que l'importance. Mais quand Hitchcock commence, il est anglais et il tourne en Angleterre. Bon, il va tourner jusqu'en 1940, de 1926 à 1940, et ce sera donc un cinéaste anglais, et même déjà dès Blackmail, d'ailleurs donc les films de 29, il est devenu le plus célèbre et le plus grand cinéaste anglais. Chaplin étant déjà depuis longtemps en Amérique, il est le grand cinéaste anglais. Mais il attend qu'une chose, c'est d'être appelé par Hollywood. Il est enfin appelé par Hollywood en 1940. Mais il est prudent.
et il est quand même subtil, le Hitchcock, et il sait très bien comment faire fonctionner la machine. La machine cinéma, c'est pas une machine simple, surtout la machine hollywoodienne. Donc, il arrive à Hollywood et il va continuer à être le cinéaste british. Donc, il va jouer le côté british jusqu'en 1953. Jusqu'en 53-54, où là, il décide enfin, ça fait quand même 13 ans qu'il est en Amérique, il commence à vraiment bien comprendre comment fonctionne la mentalité américaine, comment fonctionne la mythologie américaine, etc. Donc maintenant, il va faire le film réellement américain. Il a déjà tenté d'en faire quelques-uns avant, mais enfin avec encore le côté britannique. Là, ça sera donc justement fait sur cours. Fait sur cours d'un seul coup, il se rend compte que dans la société british, enfin dans le cinéma british, donc le côté reine Victoria, etc., enfin le côté un peu pas puritain, puisque c'est américain, mais le côté protestant britannique, alors que Hitchcock est catholique, et ça compte quand même. Être catholique en France, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque tout le monde, a priori, est catholique, enfin, en tout cas, la société est catholique, la société anglaise est protestante. Être catholique en Angleterre, ce n'est pas aussi évident que l'être, mettons, en France, ou en Italie, ou en Espagne, etc. Donc, d'emblée, Hitchcock travaille quand même cette idée catholique de la notion de culpabilité. C'est-à-dire, ça c'est très, très intéressant chez Hitchcock. On désire, mais le désir est une faute. Et donc, d'une certaine façon, on est culpabilisé par son désir, et on doit être puni de ce désir, mais en même temps, le désir est important. Donc, il faut qu'à la fin, le désir puisse se réaliser, mais dans la légalité. Il faut que, à la fin du cinéma hitchcockien anglais, vous ayez, à la fin, vous avez désir de faute, enfin, tentation de la faute, vous tombez dans la faute donc, ou dans le désir, et donc vous fautez, vous vous sentez coupable, et si vous vous sentez coupable, automatiquement cette culpabilité va venir, ça sera le maître chanteur, ça sera tous ceux qui vont vous mettre dans la position d'être coupable, et à la fin, vous avouez votre faute et vous êtes sauvé. Donc ça, c'est le suspense britannique. Quand il arrive, quand il comprend l'Amérique, et en particulier en 53-54, c'est la société de consommation qui commence à l'emporter déjà en Amérique avant d'arriver en Europe, etc. Et la société de consommation, c'est exactement l'inverse. Le désir, c'est justement le désir de consommer. Et il faut réaliser ce désir de consommer. Donc il faut, au contraire, prendre du plaisir au crime, d'une certaine façon, et regarder Fenêtre sur cour, c'est fait là-dessus. On veut voir du crime, et on veut prendre du plaisir au crime. En face, dans l'appartement d'en face, il y aura un crime. Et le crime n'est pas certain au départ, mais on veut voir le crime, donc le crime sera là. Et on va prendre plaisir. En même temps, évidemment, on fera une faute d'une certaine façon en allant chercher le criminel, mais on entre maintenant dans le désir du crime. Bon. Ici, on est en plus, donc le spectateur est entraîné à venir voir un film d'Hitchcock pour voir du crime et se délecter à voir du crime. Donc, le voyeurisme. Et Fenêtre sur cour est entièrement fait sur le voyeurisme. Qu'est-ce que c'est que le voyeurisme? C'est prendre du plaisir dans la faute de l'autre. Donc, et en même temps, d'imaginer cette faute. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on prendrait du plaisir? Mais justement, être à sa place, c'est être criminel et souffrir de ce crime. Bon, etc. Amusez-vous à revoir en mémoire Fenêtre sur cour, si vous l'avez vu il y a un mois. Si maintenant, dans ce film-ci, c'est un degré supplémentaire. Que va faire du spectateur? Vous, spectateurs, vous êtes là, vous êtes assis dans votre fauteuil, et vous venez voir un film d'Hitchcock. Évidemment, c'est pour aller voyager, et voyager dans les zones qui vous sont interdites. Donc, dans les zones du désir. Les zones du désir, ici, nous allons prendre un homme normal,
qui a eu une réussite sociale, oui, d'accord, mais qui, au fond, n'a aucune réussite individuelle. Il est encore dominé par maman, et sexuellement, c'est pas brillant. Bon, en tout cas, il séduit, mais ne réussit pas le résultat de cette séduction. Donc, il faut passer à ce résultat. Donc, rentrer dans le jeu, nous, spectateurs, de cette impuissance que nous voyons et qui nous amuse et qui est là pour nous amuser. Et à la fin, évidemment, nous allons transmettre au personnage qui est notre double sur l'écran, nous allons lui transmettre notre désir et finalement notre puissance. Et à la fin, nous allons en faire un personnage qui enfin aboutit à la concrétisation de son désir. Si vous pensez bien comme ça le système hitchcockien, vous apercevez que, de ce point de vue, Hitchcock se sert du spectateur et de tout le refoulé du spectateur et de la spectatrice. Alors là, c'est encore un peu plus complexe. Mais bon, ça, vous n'avez qu'à lire le livre de Truffaut. Très intéressant quand il parle qu'à la fin, et c'est que ça commence ici avec ce film-ci, quand il joue sur le couple. Maintenant, le couple de spectateurs. Avant, c'était un spectateur ou une spectatrice, c'était pareil. Là, il commence à jouer le couple. C'est-à-dire que lorsque l'homme désire, la femme craint. Lorsque la femme désire, l'homme craint. C'est-à-dire, d'un seul coup, ce n'était pas du tout le même jeu identique du désir. Les désirs sont complexes et se renvoient l'un à l'autre entre désir et crainte. Et le jeu du suspense se fait sur désir et crainte. Donc, à ce moment-là, ici, c'est très net sur le couple. Elle désire, il craint, et il désire, elle craint, etc. Et c'est fait là-dessus, entièrement. Pour arriver à la fin, malgré tout, il est quand même un peu masculin, donc il faut quand même que la femme craigne un peu plus que l'homme, quand même. Donc qu'elle soit un peu plus en faute que l'homme. Ici, elle est quand même en faute parce qu'elle l'a entraîné très loin. Mais en même temps, cette faute-là, c'est ce qui va la rendre tout à fait attirante. Donc c'est parfait, quoi. Il y a tout ce jeu. C'est tellement merveilleux de travail, d'humour sur quelque chose qui a quand même travaillé Hitchcock très profondément. Bon, Hitchcock, vous ne l'avez pas connu, mais déjà vous le voyez un peu dans ses films, puisqu'il apparaît là, au début. On lui a interdit de monter dans l'autobus. Il arrive à l'autobus et l'autobus part. Il ne peut pas monter, pas plus que les autres peuvent monter dans le taxi, puisqu'à chaque fois on leur prend la place, etc. Mais Hitchcock n'était pas un personnage qui avait une réputation de grand séducteur. Bon, il se savait laid, enfin pas laid, mais pas séduisant, disons. Il le savait, il le sentait, et bon, il est évident que c'est quelqu'un qui a souffert, qui a souffert de sa non-séduction, pour en parler de façon très simple. Et la notion d'impuissance est chez lui fondamentale dans son cinéma. Sinon, vous ne comprenez pas bien Hitchcock. Et donc, tous les films d'Hitchcock sont quand même sur ce sujet-là, et avec le désir qu'à la fin, le personnage arrive à la puissance. Pour ceux qui ont vu Vertigo, c'est-à-dire Sueur froide, qui est le film qui précède ce film-là, d'ailleurs, qui est juste avant, si vous savez lire Hitchcock, ben vous avez une explication du personnage joué par James Stewart, donc de Scotty dans Vertigo, et si vous comprenez bien, parce que c'est quand même dit, mais en cinéma, en écriture cinématographique, donc par les images,
il souffre, Scotty, qui est profondément orgueilleux de lui-même, en fait, souffre d'éjaculation précoce. Et ça, vous le voyez dans les scènes du clocher. Et si vous regardez bien les scènes du clocher dans Vertigo, quand d'un seul coup ça monte et ça descend, etc., avec les zooms, vous êtes à l'intérieur, disons, du sexe masculin, la souffrance ou le désir et d'un seul coup interrompu, et donc une espèce de déchirement. C'est passionnant de regarder Vertigo. D'un seul coup, avec l'explication, je dirais presque médicale, du cas de Scotty. Et ici, on a le cas d'un personnage qui a réussi socialement, mais qui en fait est encore constamment dominé par maman et qui n'a absolument pas épanoui sa sexualité masculine, même virile. Il est tout simplement dans une non-virilité. Et si vous regardez les films comme ça, évidemment, ça prend encore une autre allure. Et ça prend enfin, son véritable sens, etc. Bon, je parle beaucoup, mais je vous laisse parler maintenant un peu quand même. Oui, allez-y, pardon. Oui, j'aurais voulu savoir quel était le rapport d'Hitchcock, le scénario, avec les scénaristes. Parce que d'un côté, il adaptait beaucoup de grands romans, Rebecca, oui. L'auberge de la Jamaïque, Psychose, c'est aussi un bouquin. Donc c'est lui, a priori... Non, Psychose, non, n'est pas un bouquin. Mais c'est un bouquin de Robert Bloch, au départ. Oui, mais enfin bon, c'est... Oui, mais en tout cas, il a choisi... C'est une idée qui est... Mais... Alors, ma question, en fait, c'est celle-ci. Au départ, il y a beaucoup de ces films qui sont adaptés de bouquins qu'a priori, il a choisis. Mais des bouquins comme... Des films comme L'amour aux trousses ou comme Sueur froide... Ils sont de pur imaginaire, oui. Alors, justement, les scénaristes travaillaient pour Hitchcock, ils les faisaient réécrire jusqu'à avoir une version finale qui correspondait à ce qu'ils voulaient. Ou est-ce qu'il avait un scénario de base qui était accepté par les studios et il se l'a réapproprié au moment du tournage? Non, c'est une idée de scénario. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est... bon, alors là, je m'excuse, c'est un peu plus professionnel. Dans le cinéma, ou bien vous avez en effet un roman, et disons que le roman va servir de base, et on va retravailler le roman pour en faire un film, etc. Bon, ça c'est le côté classique, comme vous dites en effet, adaptation, le côté adaptation. Et puis vous avez l'autre formule, c'est on a une idée de base d'une situation qui est au fond réduite à un synopsis de 4-5 pages. Et ensuite de ça, on va tirer tout un film. Bon. Et ici, c'est l'idée de base, c'est en effet une idée d'un homme, mais qui n'est pas n'importe quoi. C'est quand même aussi une réflexion sur, enfin, parmi les autres côtés, c'est le côté politique et social. C'est-à-dire, en d'autres termes, sur qu'est-ce que c'est que l'Amérique en 1960, 59-60, c'est-à-dire, en d'autres termes, une société qui vit, qui se conçoit que sur la réussite. La réussite, c'est le mythe américain puritain, c'est-à-dire la réussite est individuelle, elle n'est pas collective, et c'est la réussite, les réussites individuelles qui font la nation, mais chaque réussite individuelle est récompensée par Dieu, donc par le puritanisme, par l'argent. L'argent, c'est la récompense divine. Donc vous êtes digne de Dieu et vous êtes digne par la même occasion de la société. Donc vous êtes un bon Américain que si vous avez réussi socialement à gagner de l'argent. Et ici, pour gagner de l'argent, et là c'est ce que montre quand même un peu Hitchcock, c'est pas une grande critique sociale, mais c'est un simple constat social. Quelle est la meilleure méthode? C'est la publicité, c'est-à-dire vous promettre de la consommation qui va permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc en d'autres termes, quelle est la fonction de notre personnage? C'est d'être un publiciste et qui gagne son argent
par la publicité, et qui peut entretenir maman, etc., par la publicité, c'est-à-dire par le mensonge, où on vous fait, c'est ce qui est dit au début, par le mensonge, vous obtenez tout simplement l'argent, parce que enfin, on ne dit pas que vous volez l'argent, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous trompez pour obtenir de l'argent, et donc à ce moment-là, vous avez votre réussite. Mais cette réussite par l'argent, sur le mensonge, il y a une vérité, et la vérité, c'est la vérité réelle. C'est-à-dire, est-ce que je suis, est-ce que j'ai ma situation de richesse qui me donne une idée de puissance, est-ce qu'elle correspond à une vérité réelle, physique et sexuelle? Est-ce que je suis réellement puissant? Est-ce que je me suis fait... Est-ce que je réponds à votre question ou pas? À moitié. Voilà, non, en fait, non, mais vous avez raison. Mais en fait, c'est juste pour essayer de comprendre le système, parce que là, vous le dites, en gros, Hitchcock avait des... C'est vrai que en voyant tous ces films, on se rend compte qu'il y a des thématiques, il y a des sujets, il y a des trucs qui sont récurrents. On reconnaît un film d'Hitchcock tout de suite. Mais son rapport à l'histoire, par exemple, le film qu'on vient de voir là, est-ce qu'au départ... c'est un scénario déjà complètement écrit qu'il lui est proposé. C'est un scénario qu'ils vont proposer. D'accord. Et donc c'est lui qui le fait écrire à un scénariste. Absolument. Et c'est lui qui l'invente, plus ou moins. D'accord. Sur une idée de base qui bon. Alors, là, je vous donne un témoignage personnel. Bon, il se trouve qu'après, non pas après ce film, mais le film suivant, c'est-à-dire le film qui suit celui-là, ça sera Les Oiseaux. Et Les Oiseaux est un film beaucoup plus ambitieux que ce film, où là, la vraisemblance est immédiate, jamais les oiseaux vont attaquer l'humanité. Et il part quand même, et pour moi c'est le premier vrai film écologique. C'est-à-dire pour la première fois, on nous dit, attention, le comportement des humains par rapport à la nature est en train de détruire la nature, et il y aura forcément une vengeance de la nature. Bon, quand le film est sorti, je vous raconter l'histoire, quand le film est sorti, pas sorti, mais a été présenté pour la première fois dans le premier mondial au Festival de Cannes, pour ouvrir le Festival de Cannes en 1963, le film est resté complètement incompris par la foule des journalistes. Bon. L'écologie, à l'époque, on ne la conçoit même pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas encore compris la responsabilité de l'humanité par rapport à l'existence même de l'univers. Donc, Hitchcock, on lui pose des questions, Monsieur Hitchcock, les oiseaux, est-ce que c'est la bombe atomique, etc. Enfin bon, etc. Et il se trouve que je pose justement la question sur le personnage principal de la fille et en même temps des autres personnages humains du film, sur la responsabilité économique du désir de consommation de la société de l'époque. Et il m'a dit... Absolument, vous avez entièrement raison. Et à ce moment-là, il quasiment ne voulait plus parler qu'avec moi. Bon. Alors, les journalistes n'étaient pas très contents. Ça, c'est autre chose. Et après la séance, Hitchcock m'a invité à Hollywood pendant 3 jours. Et pour l'interviewer, etc. Bon, malheureusement, on a perdu l'interview. Aucune importance, puisqu'il y avait le livre de Truffaut, donc c'était pas grave. Mais je suis allé là-bas au moment où il était en train d'écrire le scénario de Marnie. Et donc j'ai rencontré la scénariste qui a travaillé avec lui. Si vous voulez un détail, ce qui a été très gentil, très à l'américaine, elle m'a prêté pendant ce temps-là, puisqu'elle était à Hollywood, elle m'a prêté son appartement sur Central Park pour que j'aille à New York, passer quelques jours à New York. Donc ça s'est passé comme ça, mais le travail était vraiment, avec la scénariste, c'est Hitchcock qui avait les idées, et simplement la scénariste avait l'idée, et la scénariste développait cette idée, ça me plaît pas, on fait comme ça. Et il ne faut pas oublier que Hitchcock, c'est quelqu'un, je répète,
le film est fini quand le scénario est fini. D'accord, donc c'était vraiment lui le chef d'orchestre pour le scénario. Le chef d'orchestre. Et c'est-à-dire que quand il arrive, et il le disait lui-même, relisez le livre de Truffaut, avec Truffaut, au fond, il en faisait des tonnes, car c'est pas vrai. Mais il prétendait évidemment qu'il allait sur le tournage et qu'il s'ennuyait parce que, bon, il savait, il n'avait rien à faire, ce n'est pas vrai. Mais en fait, ce n'est pas un metteur en scène comme beaucoup de metteurs en scène qui crée sur le plateau. Hitchcock, c'est déjà créé. Le film est fini à la fin du scénario et ensuite tout est écrit, tout est conçu. C'est pour ça que si vous prenez ce film, quand évidemment on s'amuse à regarder bien de façon très précise comment c'est fait, vous apercevez que chaque scène est toujours vous donne un élément qui vous permet d'arriver dans la scène, dans le plan d'après, ou le plan un peu plus tard. C'est-à-dire que, mettons par exemple, je prends au moment où il arrive dans la chambre à l'hôtel, dans la chambre de... J'ai oublié son prénom. Comment elle s'appelle déjà dans le film Ève. Bon, Ève. En plus, Ève, évidemment. J'avais encore oublié ça. Elle a écrit quelque chose sur un bout de papier, qu'elle adresse. Et lui s'assoit sur le lit pour téléphoner et on regarde le papier. Donc on comprend qu'il s'intéresse à ce papier sur lequel elle a écrit. Et ensuite on comprend qu'il va falloir qu'il découvre sur le papier l'adresse, etc. C'est-à-dire que vous avez une chose qui a été faite et qui obligatoirement va devenir et jouer dans la scène d'après, dans la scène d'après, dans la scène d'après. Constamment, Hitchcock vous introduit dans chaque plan un élément qui vous amène au plan suivant. Et qui donc, vous êtes toujours en dynamique. Chaque plan s'arrête et en même temps se redynamise à l'intérieur pour donner et animer l'action. Vous voyez, c'est très... Alors, cette façon de travailler, évidemment, ne peut se faire que si vous l'avez fait au scénario. Sur le plateau, bon, vous avez d'autres choses à penser que ça, il faut que ce soit conçu à l'avance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une forme de travail. Bon, Hitchcock n'a pas été le seul à travailler essentiellement au scénario, à sa mise en scène à partir du scénario. Mais, si vous voulez, ce sont les cinéastes. À Hollywood, ils étaient obligés un peu de faire ça. Ce sont les cinéastes qui ont travaillé ce qu'on appelle le storyboard. C'est-à-dire que les cinéastes qui dessinaient les plans au moment du scénario. Donc, le plan sera construit comme ça. Et mettons, un personnage sera à droite, la grandeur des plans. Est-ce que ça sera... caméra à hauteur normale, caméra un peu en plongée, un peu au-dessus, caméra un peu en dessous, caméra très au-dessus, comme certains plans, à commencer par le plan, par exemple, de Nations Unies, lorsqu'on est complètement en plongée et qu'on voit courir le personnage dans la rue, etc., ou au contraire complètement en contre-plongée. Bref, tout ça est déjà conçu au moment du scénario. C'est-à-dire la construction cinématographique est déjà conçue. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Puis d'autres cinéastes sont contraires. Le film se fait sur le plateau. Et puis d'autres cinéastes travaillent surtout à la troisième étape, c'est-à-dire au montage. Et le film se fabrique réellement au montage. Ceci étant dit, il est évident que même si vous êtes un cinéaste du scénario, sur le plateau, vous intervenez quand même, il ne faut pas exagérer, et au montage, vous intervenez aussi, etc. Et les films, bon, il y aura, si vous voulez, une primauté de l'une des trois étapes pour chaque cinéaste. Alors la primauté, ce sera ou scénario, ou tournage, ou montage.
Mais les deux autres, évidemment, joueront quand même, c'est important. Alors, lui, c'est scénario. Pour ça, je pense avoir répondu un peu à votre question. Enfin, me semble-t-il. D'autres réactions? Bon, en tout cas, le film vous a plu, j'espère. Surtout à le revoir. Bon, évidemment, la copie est agréable de voir comme ça, à la fois sur sa largeur et sur les couleurs. Bon, alors, il est intéressant aussi de voir que dans chacun des trois actes, puisque le premier acte, deuxième acte, troisième acte, vous avez à chaque fois, puisqu'il fait justement un film ici très très volontairement de grands spectacles, il faut que chaque acte ait son moment de grandiose. C'est-à-dire que premier acte, ce sera la scène des Nations Unies. Deuxième acte, ce sera la scène de l'avion, qui est évidente, qui est une scène tout à fait, je dirais, mythique dans le cinéma. Là, on ne peut pas faire plus invraisemblable que de jouer sur ce que personne n'avait fait jusqu'alors, travailler la dualité des thrillers entre un homme à terre et un avion. Ça, il faut quand même... Il n'y a que Hitchcock pour avoir inventé cette idée-là. Et évidemment, ce qui est admirable dans la scène de l'avion, c'est d'avoir joué sur une chose qui intéresse beaucoup Hitchcock, c'est-à-dire travailler sur l'ennui pour en faire un élément de suspense. C'est-à-dire que si vous regardez bien la scène, il n'y a rien. Tel plan, il ne fait rien. Tel plan, il ne fait rien. Tel plan, il ne fait rien. Puis un avion, bon, qui lâche, bon, oui, c'est comme n'importe où, quoi. Un avion qui lâche de la fumée, etc. Et c'est, au fond, une scène parfaitement ennuyeuse, a priori. Mais justement, tout est fait sur que cette scène ennuyeuse devient extrêmement passionnante et de suspense, puisqu'on est dans l'attente. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui compte, c'est que le spectateur attende qu'enfin arrive ce qui doit se passer. Et on attend, et donc à ce moment-là, on ne peut plus s'ennuyer, puisque tout ce qui est ennuyeux ne fait qu'exciter l'idée de l'attente de ce qui va se passer, etc. Ça, bon, c'est du grand art, quoi. Alors vous avez cette séquence-là qui est admirable, et évidemment qui aboutit à une conclusion parfaite, c'est-à-dire que ce qui est les deux forces contraires, donc les deux forces du suspense, celle de l'action bénéfique et celle de l'action maléfique, vont à la fin se rencontrer l'une l'autre. L'avion va rentrer dans le camion et exploser avec le pétrole, etc. Enfin, dire qu'une idée sublime. Bon. Et puis, troisième séquence, évidemment, c'est ça, donc troisième partie, le troisième acte, ce sera la séquence au Mont Rushmore, qui est à la fois mythologique, mythique, toute l'Amérique est là, en train de regarder, et qui va sauver l'Amérique? Enfin bon, c'est plein d'humour. Mais de ce point de vue, Hitchcock restera quand même british. Il sera quand même Sir Alfred Hitchcock, couronné, enfin nobilisé par la reine. Il a beau être américain, il est quand même reconnu british. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est voir Hitchcock autrement que british, c'est une petite erreur, même s'il a tout fait pour être le plus proche possible de l'Amérique, il ne sera jamais américain. Son cinéma n'est pas américain. C'est pas John Ford ou d'autres, enfin. Que vous allez... Vous avez quoi que vous allez voir John Ford, oui, entre autres? En décembre. Et puis avec Toré aussi, non? Non, pas avec Jean-Baptiste. Toré, il ne fait pas Ford cette année? Non, Ford, j'entends. Non. Nous, on a la prise d'un du désert, donc en décembre. Pas bon. Je ne sais pas, d'autres questions? Bon, alors la fois prochaine, on changera. On restera dans l'horizontalité, mais l'horizontalité à la japonaise, avec Ozu. C'est autre chose. C'est une autre conception.
Donc une autre culture, forcément. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie.